Au début de la guerre dans le Pacifique, un commandant américain voit son sous-marin subir des menaces inattendues. À l'époque, c'était considéré comme un dommage assez grave. Son équipage est menacé. Je pense qu'ils ont très peu d'informations sur les Japonais et sur leurs navires sentinelles. Feu! Ils sont en route pour contrer l'offensive japonaise dans le Pacifique. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les armes sous-marines permettent aux soldats de combattre sous les flots. Avec ruse, force et ténacité, leurs ennemis contre-attaquent. Révolutionnaires, mais parfois primitives, ces batailles acharnées pourront changer le cours de la guerre. Leurs histoires sont légendaires. 10 mai 1942. Un sous-marin américain prend position dans les eaux territoriales japonaises. Les guetteurs repèrent un vaisseau ennemi à 4 milles de distance. Prévenez le capitaine! C'est la première intervention pour l'USS Silverside et le capitaine de corvette, Craig Burlingame. Burlingame, 37 ans, fait partie de la nouvelle génération de commandants. Un vrai aventurier. C'est le magazine Time qui l'a surnommé ainsi. Comme beaucoup de commandants de cette période, il n'avait aucune expérience du combat au début de la guerre. Mais il a compensé ça par le désir de se venger des Japonais après l'attaque de Pearl Harbor. Burlingame décide qu'il n'est pas nécessaire de gaspiller une torpille. Prévenez les artilleurs! Il estime que les batteries de canon feront l'affaire. Il y a 70 personnes à bord. Les jeunes officiers et les marins se mettent pour la première fois à leur poste de combat. Tenez-vous prêts à tirer! Ajustez! Un canon de 76 mm peut tirer des obus anti-blindage de 10 kg, jusqu'à 3 coups par minute à 13 km de distance. Le temps est terrible ce jour-là. Le ciel est gris, la mer agitée. Les artilleurs courent sur le pont. Ils ont du mal à rester debout. Burlingame déclenche une attaque. Feu! Feu! Mais le bateau japonais riposte et une fusillade éclate. On monte de 15! Feu! Feu! L'Ebisu-Maru numéro 5 est un chalutier en bois de 131 tonnes. Même les bateaux de pêche ont été armés pour défendre le Japon. À l'époque, le Japon n'avait pas de radar. La marine impériale japonaise utilise donc une méthode simple, le repérage par avion depuis le ciel. Mais la zone n'est pas entièrement couverte. Yamamoto met en place des navires sentinelles à environ 150 degrés est. La zone est située à environ 800 000 marins de l'archipel japonais. Il est possible de donner l'alerte assez rapidement. Feu! Les balles des mitrailleuses japonaises frôlent les marins et ricochent sur le château. Ils sont armés principalement de mitrailleuses et ont 2 ou 3 grenades sous-marines. Il y a bien sûr la radio. Je ne pense pas que sur le Silverside, on se doutait de la mission de ce navire. Burlingame a sous-estimé l'ennemi. À ce stade, tout le monde se mobilise. Les artilleurs s'activent en surface et les marins en dessous ouvrent des caisses de munitions et forment une chaîne pour faire remonter les projectiles jusque sur le pont pour alimenter les batteries de canon. Feu! Ajustez! La fusillade se poursuit et les tirs deviennent de plus en plus précis. Le chalutier se fait pilonner et finit par s'enflammer d'un seul coup. Plutôt que de fuir, il vire de bord et commence à foncer sur le Silverside. L'Ebisu-Maru continue à mitrailler le sous-marin. L'équipage sur le pont doit se mettre à l'abri. Les balles fusent littéralement. Feu! Une des balles touche finalement l'un des hommes au niveau du casque. Cela fait l'effet d'une masse et il est assommé. Malgré cette blessure, la chaîne de munitions continue. Les obus passent de main en main.
Un autre membre de l'équipage, Mike Harbin, qui se retourne pour passer un obus au suivant dans la chaîne, est touché à son tour. En une seconde, Mike Harbin tombe sur le pont. Les autres marins continuent à distribuer les obus. Puis tous s'arrêtent, regardent vers le bas et voient que Mike Harbin est tombé. Il y a du sang qui coule sur le pont. En état de choc, l'équipage se fige sous le feu des projectiles. Pour les réveiller, Worthington saisit son pistolet, le tient près de lui et leur crie « Reprenez en main les canons ou je vous descends tous !» On se bouge! On reste pas planté! Ripostez! Allez, allez! Du nerf! Tirez! Le bateau japonais est envahi par les flammes. La fusillade cesse. Burlingame annule l'attaque. Il s'attend à ce qu'il coule, mais non. Première patrouille, première bataille. Un membre d'équipage a été tué. C'est quelque chose qui hante Burlingame. Il a voulu économiser une torpille et en réalité, la note a été très salée. En 1942, les Japonais cherchent à consolider leur emprise sur le Pacifique. Le Japon souhaitait que la guerre soit aussi courte que possible. L'Australie est l'un des plus grands obstacles à l'effort de guerre japonais parce qu'elle est proche de la mer de Chine méridionale. L'Australie peut potentiellement devenir un camp de base pour mener la contre-attaque contre le Japon. Le Japon se fixe donc comme objectif d'isoler l'Australie. La marine japonaise a commencé à construire des bases aériennes à la pointe sud des îles Salomon, dans la province de Guadalcanal, le meilleur point pour contrôler cette zone depuis les airs. Pour contrecarrer l'expansion japonaise, le 7 août, 6000 marines américains débarquent à Guadalcanal pour s'emparer de l'île. La première offensive que les États-Unis mènent dans le Pacifique, c'est Guadalcanal. Guadalcanal n'a en soi que très peu d'intérêt, mais c'est l'endroit à partir duquel vous pouvez aller plus loin. Et vu l'importance du lieu, cela vaut le coup de se battre. La marine japonaise est très motivée. Il nous inflige de très lourdes pertes. En novembre, les chiffres sont stupéfiants. Les Japonais ont débarqué plus de 30 000 soldats, pour la plupart blessés par la suite. Ils sont dans une impasse, mais continuent de lutter pour garder le contrôle. Des renforts sont nécessaires. Le 17 décembre 1942, l'USS Silverside quitte la base sous-marine américaine de Brisbane, en Australie. Il se dirige vers une zone au sud des îles Truk. C'est sa 4e opération. Le sous-marin du commandant Burlingame doit empêcher le ravitaillement et les renforts japonais d'atteindre Guadalcanal. Burlingame et son équipage ont fait du chemin en 8 mois depuis leur première patrouille. Les jeunes marins inexpérimentés sont devenus des vétérans endurcis. Ils ont survécu aux attaques de grenades sous-marines, de bombes aériennes. Ils ont perdu un membre d'équipage. Tout cela a créé des liens forts. Cinq jours plus tard, le Silverside passe près de la forteresse japonaise de Rabaul, en Nouvelle-Bretagne. Le Japon souhaite couper définitivement toute communication entre l'Australie et les États-Unis et aussi sécuriser la mer de Chine méridionale. Au tout début de la guerre, Yamamoto envoie une force aéronavale pour prendre Rabaul. Le Silverside s'enfonce en territoire ennemi. Tom Moore, 22 ans, pharmacien, est debout depuis 4 heures du matin. Comment ça va? Depuis qu'ils ont quitté Brisbane, plusieurs marins souffrent de nausées. Le rôle de pharmacien a très peu changé depuis le conflit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient formés aux premiers soins, à suturer les blessures, traiter les rhumes, les maladies mineures, ce genre de choses. Mais ils font face à un cas particulier. George Plater, 18 ans, quartier-maître de première classe artilleur, se plaint de fortes douleurs à l'abdomen. Moore lui ordonne de rester alité comme les autres. Mais quelques heures plus tard, son état s'aggrave. La douleur est plus intense. Tom Moore commence à s'inquiéter. Il pense savoir de quoi il s'agit.
une appendicite aiguë. Une crise grave dans un monde qui ne connaît pas les antibiotiques. Si un camarade souffre d'une appendicite et qu'on laisse traîner le problème et que la crise s'aggrave, l'appendice explose, ce qui condamne définitivement le malade. Moore estime que Plater doit être opéré. Il a une appendicite. Il demande à Burlingame de faire venir un hydravion qui pourra amérir à proximité pour récupérer Plater et l'emmener en Australie, qu'il soit opéré d'urgence. Burlingame doit choisir, faire courir un risque à son équipage pour évacuer le patient ou risquer de perdre un autre de ses marins. Mais Burlingame sait fort bien qu'avec une demande d'évacuation, il pourrait signaler leur présence aux Japonais. Il refuse donc de passer l'appel. À 21h, l'état de Plater est critique. Le pharmacien Tom Moore croit que Plater va mourir. Plater ne va pas fort. Moore et Burlingame débattent de la situation. Pour que George Plater survive, il faut l'opérer à bord du sous-marin sans l'aide d'un chirurgien, en zone ennemie. C'est très risqué. On peut faire ça? Même pour un chirurgien qualifié, c'était une procédure complexe. À l'époque, il n'y avait pas d'antibiotiques. On pouvait très bien y rester, même entre les mains d'un très bon chirurgien. Et Moore n'a jamais effectué d'opération. S'il opère sans formation, il contrevient à toutes les règles médicales, ainsi qu'aux ordres de la marine. Fais ce que t'as à faire. Oui, monsieur. Moore risque la cour martiale. Mais s'il ne fait rien, Plater pourrait mourir. Moore doit désormais prendre une décision. Décembre 1942. Un membre d'équipage de l'USS Silverside souffre d'une appendicite. Il pourrait ne pas survivre s'il n'est pas évacué. En l'absence d'un chirurgien, le pharmacien du bord risque la cour martiale s'il effectue l'opération. Malgré tous ces risques, Tom Moore décide d'opérer. Le sous-marin sera transformé temporairement en salle d'opération. On est loin d'un milieu stérile à bord d'un sous-marin de la Seconde Guerre mondiale. Les gars respirent des vapeurs de diesel, l'eau n'est pas de très bonne qualité. C'est un environnement clos et confiné. Burlingame ordonne de plonger à 50 000 environ de Rabaul, une base navale japonaise majeure. Le sous-marin s'enfonce et se stabilise à 30 mètres de profondeur. Il s'expose alors aux navires ennemis et à la surveillance aérienne. Le niveau de stress déjà élevé augmente d'autant plus dans ce genre de situation. Le commandant du Silverside, le capitaine de corvette Creed Burlingame, apporte toute l'aide possible à Tom Moore. Il lui dit « Je fais descendre le sous-marin à 30-35 mètres pour qu'il soit stable, qu'il ne soit pas balancé de tous les côtés et que vous puissiez intervenir. » Moore aura quelques hommes pour l'assister. Un opérateur radio, un signaleur, un artilleur et le commandant en second, Roy Davenport. Il se sert dans le carré des officiers. Une étroite table de salle à manger que l'on fixe au sol par mer agitée leur sert de table d'opération. Moore a quelques instruments sous la main. Des lames de scalpel, un manche de scalpel, du matériel de suture et de la gaze qu'il peut utiliser pour éponger. Il n'a pas d'écarteurs qui sont nécessaires pour opérer. Un camarade machiniste prend quelques cuillères et tord les poignets. Ça fera office d'écarteur. Il a de la procaïne qu'il va utiliser pour anesthésier le malade. Moore prépare 150 mg de procaïne. Il connaît l'anesthésie spinale. Il a participé à cette procédure de nombreuses fois. Il place le patient sur le côté, avec l'aide d'une autre personne de l'équipe. Il repère l'endroit où l'aiguille doit être insérée. Il enfonce l'aiguille, puis à l'aide d'une seringue, ponctionne avec soin du liquide pour être certain de ne pas avoir touché un vaisseau sanguin. Parce que s'il injecte le produit dans un vaisseau sanguin, il peut tuer le patient. Le fluide est clair, il ajoute de la procaïne dans la seringue, il le réinjecte. Et dans la minute qui suit, le patient est inconscient. Il peut procéder à l'opération. Scalpel. Moore estime que l'anesthésie durera 1 heure, 1 heure et demie, ce qui sera probablement suffisant pour effectuer l'opération. Il trouve l'appendice assez rapidement. Il est collé au côlon, ce qui n'est pas bon signe.
L'appendice est collé à l'intestin de Plater. Lentement et soigneusement, Moore dégage l'appendice. Il doit faire attention de ne pas perforer l'appendice, qui avec l'infection est gonflé de pus, de débris organiques. L'opération, qui a duré 30 minutes, semble réussie. Le reste de l'équipage est soulagé. Sous la surface, le seul moyen de surveiller l'activité autour de la base japonaise de Rabaul est d'utiliser les hydrophones, des systèmes acoustiques. Lorsque Moore tente de refermer son patient, il s'aperçoit qu'il y a un saignement au niveau de l'abdomen. L'hémorragie se situe à l'intérieur du patient. Comme il ne la trouve pas, il se refuse à recoudre le patient. Il ne veut pas, s'il continue à saigner, qu'il décède d'une hémorragie interne. Moore passe lentement les intestins dans ses mains à la recherche de la fuite. Mais il ne trouve rien. 10 minutes s'écoulent. Puis 30. Et finalement 1 heure. Les effets de l'anesthésie commencent à s'estomper. Quand on se réveille et qu'on a les intestins hors de l'abdomen, on imagine que la douleur est intense. Plater commence à gémir. L'équipe autour de la table se rend compte rapidement que le patient se réveille, alors que ce n'est pas terminé. Moore ordonne à Davenport, le commandant en second, de prendre de l'éther pour endormir Plater. L'éther est un produit très volatile. Il a tendance à s'accumuler tout près du sol, même dans une salle d'opération. C'est également un produit très explosif. La ventilation est en route, les gaz présents dans l'atmosphère vont se répandre rapidement. Bientôt, tout le monde à bord va respirer de l'éther. Il n'est pas recommandé d'utiliser de l'éther à bord. Davenport, très tendu, verse de l'éther sur le patient. Stigall, qui tient l'incision ouverte à l'aide de cuillère, commence à être dans les vapes. Davenport verse de l'éther sur le masque. Il ignore, et c'est tout à fait normal quand on n'est pas formé, qu'il faut verser le produit très lentement. Si on verse rapidement, le patient reçoit une dose trop importante. Les pseudo-assistants de Moore multiplient les risques pour le patient. Moore interrompt calmement la procédure et va montrer à Davenport comment administrer l'éther correctement. La dose bien ajustée, Stigall se sent mieux. Moore retourne à l'opération. Pendant 2h30, il cherche la source du saignement et se rend compte qu'il ne peut plus rien faire. Il commence à suturer, sachant bien que l'hémorragie continue et qu'elle pourrait coûter la vie à son patient. Il referme le patient à contre-cœur en quelque sorte. Il sait que quelque chose ne va pas du tout. Il ne sait pas d'où provient l'hémorragie. C'est à ce moment-là qu'il localise la source. Il se rend compte qu'une pince a glissé. Il peut arranger ça, c'est facile, et c'est ce qu'il fait. Le saignement s'arrête. Il pousse un soupir de soulagement. Il a réussi à stopper l'hémorragie. Imaginez un peu la situation. Vous êtes appelé à sauver une vie. Vous ne pouvez pas compter sur grand-chose, quelques connaissances et de la chance. Tom Moore, ce jour-là, a agi en héros. Ça ne fait pas de doute. Le mot « héroïsme », c'est le mot qui convient pour qualifier ce qu'il a fait. Près de 4 heures après que le sous-marin a plongé, Burlingame fait remonter l'appareil à la surface. Il faut recharger les batteries. Peu après 3 heures du matin, les guetteurs aperçoivent une silhouette sombre. Cela semble être un autre sous-marin. Burlingame ordonne de contourner pour mieux l'identifier. Il pense qu'il pourrait s'agir d'un autre navire américain. Il traverse alors une zone éclairée par la Lune. Les guetteurs de l'autre navire l'aperçoivent. Le navire commence alors à se diriger vers le Silverside. Les guetteurs indiquent que le navire approche. Burlingame ordonne d'envoyer un signal de reconnaissance en morse. Le bâtiment continue sur sa lancée.
Au deuxième signal, on répond par une lumière verte clignotante. Ce n'est pas du Morse. Il s'agit d'un vaisseau ennemi. Pour semer l'ennemi, les moteurs tournent à pleine puissance. Burlingame envoie les marins à leur poste et fait préparer les torpilles à la poupe. Le navire ennemi est à 3500 mètres de distance. Le Silverside fait feu. La première torpille explose trop tôt, à 2000 mètres du Silverside. La deuxième torpille manque la cible. L'ennemi continue de se rapprocher du sous-marin. À l'intérieur. Ils n'ont pas le temps de préparer une autre attaque. Burlingame ordonne de plonger et de se mettre hors de portée des grenades sous-marines. En surface, le navire ennemi se prépare en effet à larguer des bombes conçues pour couler des sous-marins. Les sous-marins ne sont pas visibles depuis la surface. Lorsque l'on veut attaquer un sous-marin, il y a un moyen de s'en approcher, même si on ne sait pas exactement où il se trouve. Pendant la Première Guerre mondiale, les Britanniques découvrent que si l'on fait exploser quelque chose tout près d'un sous-marin, il va couler. L'eau agit comme un marteau, elle perfore le sous-marin. Ils inventent donc la charge en profondeur, c'est-à-dire une grenade sous-marine. Elle est conçue de manière à se déclencher à une certaine profondeur. L'explosion est précédée d'un clic tout à fait reconnaissable. Certains l'ont décrit comme le son de deux roches qui s'entrechoquent. À ce moment-là, tout l'équipage s'accroche fermement à quelque chose en attendant l'explosion. La première des 4 grenades explose à l'arrière du Silverside. Ils cherchent à déterminer la profondeur. En général, on lâche un grand nombre de grenades. Il y a un schéma de dispersion de sorte que même si votre supposition est fausse, le sous-marin sera touché ou terriblement secoué. L'ennemi largue alors un deuxième lot. Ça arrive. Accrochez-vous. À 90 mètres au-dessus, le navire ennemi s'arrête pour repérer le sous-marin. Il utilise des impulsions sonores pour le localiser. Le Silverside doit échapper à cette menace et empêcher les navires japonais d'amener du renfort à Guadalcanal. Pacifique Sud-Ouest, décembre 1942. À 50 000 de la forteresse japonaise de Rabaul, l'USS Silverside subit une attaque. Un destroyer japonais vise le sous-marin avec des grenades. Le navire s'arrête en surface et tente de localiser le sous-marin grâce au sonar. Les hommes peuvent entendre le navire au-dessus. Ils écoutent. Le Japon n'en est qu'au balbutiement des opérations anti-sous-marines, en matière d'équipement comme de stratégie, même au début de la Seconde Guerre mondiale. La marine japonaise a alloué presque toutes ses ressources aux cuirassés, aux croiseurs et aux destroyers. L'équipement anti-sous-marin de la marine japonaise a été négligé. La marine japonaise a fait une autre erreur de calcul. Les sous-marins américains peuvent plonger plus profond que leurs propres sous-marins. Les sous-marins américains peuvent se placer hors de portée des grenades japonaises. Le combat est inégal. L'équipement et les tactiques des Japonais sont un cran en dessous. Les grenades secouent le sous-marin, mais aucune n'explose assez près pour infliger de graves dommages. À l'aube, Burlingame remonte à profondeur de périscope.
Mais le destroyer les force à replonger. À la deuxième tentative, le commandant peut enfin observer l'ennemi. C'est un destroyer à 2 cheminées. Burlingame envisage une contre-attaque, mais ils sont trop loin. Il regarde le destroyer disparaître à l'horizon. La menace est passée. Burlingame profite de l'occasion pour aller se reposer. Lors d'une mission, les équipages restent éveillés plusieurs jours de suite. Ils sont tous épuisés et susceptibles de faire des erreurs. Les marins s'effondrent dans leurs couchettes. Certains sont restés en poste 30 heures. Mais ils ne dorment pas longtemps. Juste avant 9 heures du matin, la présence d'un avion japonais est signalée. Abaissez le périscope. Appelez le capitaine. Avant que le Silverside ait le temps de plonger, l'avion largue 3 grenades. Burlingame est violemment expulsé de sa couchette. Il y a des bris de verre. Dans les salles des torpilles avant et arrière, les marins sont blessés par les éclats de verre. Certains tombent de leur couchette. Les hommes debout sont jetés au sol. Burlingame a raconté qu'il avait eu l'impression que le château allait être séparé du reste. L'explosion est si puissante que les rivets commencent à sauter. Dans le carré des officiers, Plater, convalescent, est projeté au sol. Burlingame et ses marins se précipitent à leur poste. Worthington dirige la manœuvre et force le sous-marin à plonger à pic en attendant la prochaine série d'attaques. Une explosion fait éclater un tuyau dans la salle des machines. Dans la salle de contrôle, Worthington découvre un autre problème. C'est bloqué. Lève-toi, en manuel. 2 paires de barres de plongée, une à l'arrière et l'autre à l'avant, permettent de contrôler l'inclinaison du sous-marin et donc la profondeur. Les barres de plongée avant sont coincées et fortement inclinées. Le problème, c'est que si les barres de plongée sont coincées et que vous continuez à avancer, vous continuerez à descendre. Vous pouvez essayer de reprendre le contrôle manuel. Il y a des roues auxquelles on touche rarement qui permettent de les ajuster. C'est un travail très physique. Worthington et ses hommes ont du mal à réajuster les barres de plongée. À toi. Les sous-marins sont conçus pour aller jusqu'à une certaine profondeur. Ils ne supporteront pas une pression trop forte. Il y a une profondeur maximale. Au-delà de cette limite, le sous-marin se fait broyer. La chose est claire. Le sous-marin ne supportera pas la pression et finira comme ça. Ils doivent reprendre le contrôle du sous-marin avant qu'il ne soit trop tard. Décembre 1942. Dans le Pacifique Sud-Ouest, un sous-marin américain plonge à pic parce que ses barres de plongée ont été endommagées par une attaque. Continue d'ajuster. Vas-y. Il faut 15 minutes pour contrôler les barres de plongée manuellement. Le sous-marin se stabilise avant la profondeur limite. Pour enfoncer le clou, le destroyer japonais en patrouille dans la zone repart à l'attaque. Il lâche une autre série de grenades sous-marines. Finalement, les attaques et les secousses prennent fin. Burlingame est ébranlé. Plutôt que de subir une autre attaque, il choisit de rester en immersion jusqu'à la tombée de la nuit. Il indiquera dans son rapport que c'était la pire journée qu'il ait connue. Il salue le patient, qui, dit-il, a survécu convalescent à un torpillage, à 2 attaques de grenades, 2 plongées à pic et un bombardement aérien. Il a été expulsé de sa couchette. Chose remarquable, George Plater reprend son poste 6 jours après l'opération.
Le 23 décembre à 19h42, le Silverside refait surface pour évaluer la situation. Rapport d'avarie. Le Silverside a subi des dommages qui semblent très importants. Le plus grave, ce sont les barres de plongée bloquées. Il y a d'autres choses. Les antennes sont écrasées. Le périscope est cassé. À l'époque, c'était considéré comme un dommage assez grave. Plus tard, dans la guerre, ce sera qualifié de superficiel. Mais l'USS Silverside est toujours en état de se déplacer. Les moteurs diesel fonctionnent toujours. L'appareil est capable de naviguer à pleine vitesse en surface. C'était l'un des avantages des sous-marins de classe Gâteau. Le 24 décembre, à 1h du matin, le Silverside réussit à rejoindre la zone qui lui est assignée près de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils sont censés patrouiller au large des îles Truk pour empêcher les renforts japonais de rejoindre Guadalcanal. Ils profitent plutôt de l'obscurité pour faire des réparations. Capitaine, je crois que tout est sous contrôle. Les sous-marins américains étaient solides. Ils pouvaient subir de lourdes attaques et en sortir en un morceau. Durant les 3 semaines qui suivent le jour de Noël, Burlingame et son équipage traquent des fantômes. Ils plongent chaque fois à l'arrivée d'un avion de patrouille. Le 18 janvier, la chance tourne enfin. Alors qu'ils patrouillent à 90 000 au sud-ouest des îles Truk, un gros pétrolier est repéré. Prévenez le capitaine. Les pétroliers sont importants parce que le pétrole est important. Le monde fonctionne et a fonctionné au pétrole. Si vous coupez son approvisionnement, c'est fini. Les pétroliers sont d'autant plus importants pour le Japon qu'il ne produit pas de pétrole. Il est donc obligé d'en importer. Le pétrolier suit un parcours en zigzag, escorté par d'autres navires. Burlingame effectue une approche en immersion vers 2h20. Préparez les torpilles. À 2h55, le Silverside est en position. Les 4 tubes à la poupe sont chargés. Feu. Moins d'1 minute après le tir de la première torpille, le pétrolier est touché. Une immense colonne de fumée s'élève du bateau et dissimule la proue. Les 2e et 3e torpilles le percutent en plein milieu. De la fumée et des flammes jaillissent du pétrolier. La colonne, selon Burlingame, mesurait facilement 60 mètres de haut. Mais la bataille n'est pas terminée. Un patrouilleur fonce sur le sous-marin. Abaissez le périscope. Plongez. Burlingame ordonne alors de plonger pour éviter la collision. Le patrouilleur frôle la poupe du Silverside et lâche 8 grenades sous-marines. Les instruments de bord sont endommagés. Un joint saute. De l'air s'échappe vers la surface et signale leur position à l'escorte japonaise. Le navire ennemi lâche une autre série de grenades sous-marines qui causent davantage de dégâts. Au bout de 10 minutes, les détonations s'éloignent. À 7h du matin, le navire ennemi fait demi-tour et disparaît. Après d'autres réparations, l'USS Silverside repart au combat. 2 jours plus tard, à 286 000 des îles Truk, le Silverside achève une patrouille lorsque de la fumée s'élève à l'horizon. Capitaine, 5 degrés. Burlingame se rapproche jusqu'à identifier 4 cargos. Les conditions sont trop claires pour attaquer de jour. Pendant 6 heures, le sous-marin suit le convoi. Le soir, il connaît ses zigzags, sa vitesse et sa trajectoire. À 18h18, ils s'approchent en immersion.
Les 6 tubes de torpilles avant sont prêts. Le convoi se déporte soudainement et s'ils tirent, ils ne sont pas certains de faire mouche. Un des patrouilleurs se tourne immédiatement vers le sous-marin. Ils nous ont repérés. Ils adoptent une formation inhabituelle. Tous les navires sont en train de virer de bord. Donc si Burlingame veut tirer, il doit le faire maintenant. Débarrassons-nous d'eux. Feu! Feu! Ils envoient 6 torpilles sur le groupe de navires. Au même moment, le patrouilleur se rapproche du sous-marin. Burlingame abaisse le périscope et donne l'ordre de plonger. Juste avant la plongée, l'équipage entend le bruit d'impact de 5 torpilles et le bruit de coques qui se fendent. Le patrouilleur utilise le sonar pour localiser le Silversides, puis lâche 6 séries de grenades sous-marines. L'équipage ignore alors que la plus grande menace est à bord du sous-marin. Ils ont entendu 5 impacts de torpilles. Ils auraient dû se préoccuper de la 6e. Débarrassons-nous d'eux. Feu! Feu! À près de 286 milles au sud des îles Truk, l'USS Silverside tire 6 torpilles sur un convoi japonais et l'équipage croit avoir coulé 3 navires. À la profondeur où ils se trouvent, ils ne peuvent rien confirmer. Sur les registres, il est noté un bateau coulé, 2 endommagés. L'attaque leur vaut une autre série de grenades sous-marines. Puis une autre fuite d'air préoccupante. Le Silverside a survécu, mais à quel prix ? De toutes les attaques subies, le sous-marin a hérité tellement de problèmes électriques et mécaniques que cela devient un vrai handicap. Le principal avantage d'un sous-marin, c'est de pouvoir se cacher. Et si des bulles d'air révèlent sa position, alors il perd cet avantage tactique. L'équipage doit trouver une solution. La nuit suivante, Burlingame envoie un plongeur pour repérer les bulles d'air. Le plongeur découvre que 5 des torpilles ont quitté les tubes, mais que la 6e est suspendue à l'avant, une bombe à retardement. Burlingame a un sérieux problème. Il doit éjecter la torpille armée sans la faire exploser. S'il y a un problème au moment du lancement d'une torpille, qu'elle reste coincée dans le tube par exemple, votre seule crainte, c'est de la déclencher. Elle peut souffler tout l'avant du sous-marin et le faire couler. Le plan est atypique, mais c'est peut-être le seul espoir. Burlingame prévoit simplement de tirer la torpille hors du tube tout en reculant à grande vitesse. Il y a un risque que la torpille explose, mais c'est leur meilleure chance d'expulser celle-ci. Dans le sous-marin, les hommes sont silencieux, pâles, et attendent avec angoisse l'issue de la manœuvre. Machine arrière toute. Le sous-marin tremble lorsque les moteurs diesel font marche arrière à pleine vitesse. Un mince sillage jaillit de la proue du sous-marin. Elle est partie. Elle s'éloigne, puis disparaît. Vu les problèmes mécaniques, Burlingame décide de quitter la zone de patrouille 2 jours plus tôt que prévu. Le 31 janvier 1943, après 47 jours, l'USS Silverside achève sa 4e patrouille à Pearl Harbor. Le Silverside a côtoyé l'ennemi de près et en a payé le prix. Mais malgré une série de désastres, le Silverside et son équipage s'en sortent. Dans leur rapport, ils énumèrent tout ce qui ne va pas, entre autres choses, pour que de retour chez eux, les constructeurs de sous-marins identifient les problèmes. C'est un test grandeur nature. Un des objectifs d'un rapport de patrouille, c'est d'exposer tous les problèmes afin qu'ils puissent être résolus. Les points positifs, on n'en parle pas.
De retour à terre, le médecin général des armées, le Dr Hart, conteste le choix de Tom Moore d'avoir effectué une appendicectomie improvisée en mer et le renvoie devant la cour martiale. Burlingame intervient pour soutenir l'officier pharmacien et l'amiral Chester Nimitz divulgue l'histoire à la presse. Thomas Moore n'est plus inquiété. L'USS Silverside a finalement coulé 3 des navires ennemis sur lesquels il a tiré. Il se trouve que ces navires japonais transportaient des renforts. Les forces américaines continuent de consolider leur emprise sur Guadalcanal. En février, l'île est entièrement aux mains des Américains. La bataille est gagnée par les forces terrestres, mais des sous-marins comme le Silverside perturbent la navigation et l'arrivée de renforts, ce qui complique grandement la riposte des Japonais. C'est un peu comme un coup au corps dans un combat de boxe. Est-ce qu'il y a un effet visible immédiat? La réponse est non. Les petites victoires sous-marines successives des Américains ont fini par affaiblir les positions défensives japonaises des îles Salomon, à commencer par Guadalcanal. En 1942, les commandants américains apprennent des choses. En 1943, les leçons ont été digérées et les équipages ont trouvé leur marque. Après une révision complète, Burlingame et l'USS Silverside repartent en mission. On voit dans cette histoire qu'un sous-marin peut subir des dommages et s'en sortir. Le Silverside a subi des revers. Mais son équipage, son commandant, ont compris qu'il est possible d'en réchapper, même après avoir été repéré. Des commandants comme Burlingame montrent la voie aux officiers qui leur succèdent alors que l'Amérique entre dans sa 2e année complète de guerre. Le Silverside va accomplir 14 patrouilles et survivre à la guerre. Il vit aujourd'hui une vie de musée à Muskegon, dans le Michigan. C'est le témoin d'une histoire extraordinaire.